Bonjour, donc dans cette petite vidéo, on va corriger un devoir surveillé de terminale, spécialité sur le thème des interférences. Donc dans les interférences, il faut être capable notamment de réaliser des calculs pour établir les conditions d'interférence constructive et destructive, dans le cas de deux sources ponctuelles en phase dans le milieu de propagation qui serait homogène, d'indice petit n. Et puis, dans le cas de deux sources particulières, dans un système appelé donc trou de Young, il faut être capable de prévoir les lieux d'interférence constructive et d'établir l'expression de l'interfrange. Alors, on va donc aborder ces deux points, et la situation proposée est la suivante. On a donc deux sources S1 et S2 qui sont en phase. Donc ici, chacune des deux sources sont espacées de B. On a un dispositif de trou de Young, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux trous dans une feuille au niveau de S1 et S2, dans une feuille ou dans une paroi. Et ensuite, on va avoir donc de la lumière qui arriverait sur ces deux trous. Comme cette lumière provient de la même source, les deux sources seront donc en phase et cohérentes. Ce qui va créer ici deux sources ponctuelles qui seront des sources secondaires. Elles ne produiront pas leur propre lumière, mais tout se passera comme si à partir de ces sources, de la lumière se propagerait, l'une venant de S1 et l'autre venant de S2, conduisant sur un écran placé à la distance D à un phénomène d'interférence, puisque les conditions de réalisation des interférences sont réalisées. Alors là, on ne s'interroge pas sur les conditions, on va être dans la démarche purement opératoire, à savoir de déterminer dans un premier temps la différence de marche entre ces deux rayons. Alors, établissons cette différence de marche. Alors, la différence de marche est notée delta. Et donc delta, cette différence de marche, s'exprime de la façon suivante. On aura S2M moins S1M, car on se trouve dans l'air, c'est-à-dire que l'indice des milieux de propagation du rayon S2M et S1M est le même, et comme c'est l'air, son indice est égal à 1. Donc maintenant, il va falloir exprimer ces deux rayons, qu'on va renommer, donc soit ici la distance D1, et puis ici la distance D2 correspondant à S1M et S2M. À ce moment-là, il vient l'expression de delta suivante, D2 moins D1. On met un petit peu de mot de coordination, et puis il va falloir maintenant s'attacher à exprimer ce D2 moins D1. Et ici, on a la particularité d'avoir des triangles rectangles. On va utiliser nos connaissances sur les triangles rectangles, ainsi que des hypothèses de travail liées aux dimensions du système étudié, afin de déterminer et d'approcher ce calcul de différence de marche. Ce premier triangle rectangle, S2M, et puis ici on peut l'appeler le point H1, H2, pardon. Ce premier triangle rectangle va nous donner une relation entre notamment la distance qui sépare l'écran à la source et puis la position du point M. Premier triangle, et nous avons de façon similaire un second triangle rectangle ici avec la source S1. Alors ça va nous permettre de déterminer une relation ensuite par des développements de calcul entre la D1 et D2. Tout d'abord, une première astuce. D1 moins D2, comment l'évaluer? C'est un petit peu compliqué. Bon, c'est un petit peu compliqué, sauf à ce que l'on ait en tête l'égalité D2 carré moins D1 carré, qui est une identité remarquable, égale à donc D1 plus D2 multiplié par D1, D2 moins D1. Ce qui fait apparaître ici notre différence de marche.
Donc on s'appuie sur cette identité remarquable qui fait apparaître ici le terme de la différence de marche. Et puis d'autre part, D1 carré et D2 carré, hein, ici D2 carré et D1 carré, on peut, dans chaque triangle rectangle, eh bien, en déterminer une expression. On considère donc les triangles S1H1M et puis S2H2M, respectivement rectangles en H1 et en H2. Et puis on va calculer donc notre distance D1 carré et D2 carré. Donc prenons le calcul de D1 carré. Donc par application du théorème de Pythagore, eh bien on va pouvoir exprimer D1 carré et puis D2 carré. Alors ces deux quantités D1 et D2 sont respectivement pour chacun des triangles les hypoténuses. Et donc on a la relation avec donc, les deux côtés adjacents, D carré et adjacent à l'angle droit, et donc ici la quantité H2M. Donc cette quantité H2M, et bien finalement, c'est la quantité X plus, là on voit par ce rectangle ici que c'est la quantité B sur 2. Donc ici on aura X moins B sur 2. Pour le côté D1, hein, on a X moins B sur 2 ici. Et puis pour le côté D2, on aura X plus B sur 2. Ce qui nous donne. Et donc, je propose de conduire le développement de ces deux expressions simultanément, puisque au signe près, ça va être la même chose. Les hypothèses de travail seront les mêmes. Et on va donc développer ces deux expressions pour ensuite en faire la différence. Alors, il vient donc le développement suivant. Ici, on a une expression du type a moins b carré et ici du type a plus b plus carré, donc encore des identités remarquables qu'il convient de développer. Alors, donc on va obtenir les expressions suivantes. On voit que le signe ici provient du développement du carré. Donc on a a moins b au carré, donc ici x moins b sur 2 au carré, ce qui nous donne x carré, moins 2 fois x fois b sur 2, plus b carré sur 4, c'est-à-dire b sur 2, le tout au carré. De la même façon, au signe près, on retrouve la même expression dans D1. Maintenant, eh bien, on va faire la différence entre les deux. Faire cette différence en calculant, donc comme on l'avait fait tout à l'heure, D2 carré moins D1 carré. Et puis, dans cette différence, on remarque qu'on a D carré moins D carré, X carré moins X carré, B carré sur 4 moins B carré sur 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2xb sur 2. Donc là, ici, les 2 se simplifient. De la même façon ici. Et donc, il nous reste le terme xb moins xb. Soit 2xb. Et ça, c'est le résultat que l'on souhaite, puisque ça nous donne du coup directement l'expression du terme précédent ici, D2 carré moins D1 carré. Notons alors cette expression-là, l'expression 1. Et 1 va devenir donc 2xb égale à D1 plus D2 fois la différence de marche. Alors, ce qu'on remarque maintenant, c'est cette quantité D1 plus D2 qui nous embête et nous interpelle. Alors, ici, eh bien, on va s'appuyer sur la géométrie du problème assujettie de remarques sur les grandeurs numériques que l'on a. Ici, la distance D vaut 2,54 m. Et puis, la distance entre les deux trous S1 et S2 vaut 50 micromètres. 50 micromètres, ça nous donne donc 50, 10 moins 6 mètres.
Et à ce moment-là, on a donc une particularité, c'est que la distance B est négligeable devant la distance D. Ce qui veut dire qu'on peut faire l'approximation que D1 est à peu près égal à D. Et que D2 est également à peu près égal à D. Ce qui conduit, eh bien, ce qui va nous conduire à D2 plus D1 égale approximativement à 2D. Alors, ce résultat, on pourrait dire, bah ouais, mais c'est un peu embêtant. Oui, mais en fait, on peut revenir aux expressions précédentes. Et là, il ne faut pas faire l'erreur de l'introduire, cette approximation, trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, cette approximation n'a d'utilité que dans le cadre de D1 plus D2. En effet, lorsque l'on a D1 carré, on pourrait dire, bah voilà, je néglige, paf. Et puis, pourquoi je néglige? Bah parce que ici, ça fait 50 microns. La tâche à l'écran, bon, expérimentalement, si on le réalise, on va avoir des distances de l'ordre de quelques centimètres, éventuellement, pour les premiers points. Et du coup, ben, quelques centimètres devant 2,50 m, quelques centimètres au carré, devant 2,50 m au carré, eh bien, on va avoir vraiment ici une contribution du terme x moins b sur 2 qui sera très très faible. Vous pouvez faire le calcul si ça vous amuse. Voilà, c'est un amusement tout à fait relatif. En tout cas, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'après ça conduit à faire trop de choses. Notamment, il ne faut pas dire que D1 égale D2. Hein. On est approximativement, on approxime la valeur de D2 à D en considérant qu'après dans l'addition, eh bien, la contribution de ces deux termes va être négligeable. Et on ne peut pas dire que D1 est égal à D2 pour la différence, hein, puisque ici, si on veut faire D1 moins D2 directement pour calculer la différence de marche, on est embêté. Parce que quand on fait D1 moins D2, eh bien, à ce moment-là, la différence de chemin entre les deux est très très petite, mais elle existe. Et si on dit que D1 est à peu près égal à D2 et on dit que c'est égal, on va trouver 0. Et à ce moment-là, bah, on a 0 de différence de marche et on est coincé. Alors ça, c'est une erreur qui est souvent faite, mais là, on fait cette approximation-là pour pouvoir faire l'addition. Et on se demande si les termes correctifs entre D1 et D2 relativement à la géométrie du problème sont négligeables lorsque l'on va les sommer. C'est ça qui est important. Quand on fait une différence de deux grands nombres, on est toujours embêté. Prenez en mathématiques une fonction qui tend vers plus l'infini et une fonction qui tend vers plus l'infini, et bien la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Par contre, si vous prenez une fonction qui tend f1 qui tend vers plus l'infini et l'autre qui tend vers plus l'infini, bah, quand vous faites la différence, vous êtes embêté, parce que c'est une forme indéterminée. f1 moins f2, enfin les deux limites ici, plus l'infini et plus l'infini, quand on va les soustraire, bah, on ne sait pas laquelle va remporter la mise. Est-ce qu'on va tendre vers une valeur finie? Est-ce qu'on va tendre vers moins l'infini ou plus l'infini? On n'en sait rien. Donc du coup, vraiment faire très très attention à cette hypothèse de travail. On retrouve ce cas de figure justement avec les limites en mathématiques. Alors, maintenant qu'on a établi que D1 plus D2 c'est égal à 2D, on va réinjecter dans l'expression précédente, ce qui va nous donner ici l'expression de delta. Donc, on a delta multiplié par 2D, qui est égal à 2xb, et ce qui conduit à l'expression de la différence de marche recherchée, 2xb sur 2D, et puis soit delta égale à xb sur d. Alors, maintenant que l'on a donc déterminé cette expression, eh bien on peut faire un petit retour par rapport au point de cours. Alors là, on était dans l'air, donc ici l'air n était égal à 1. Alors la différence de marche, ici, revenons sur la définition utilisée, en fait, ici c'est N1, c'est-à-dire le milieu dans lequel se propage N2, S2, M, moins N1, S1, M. Donc N1 et N2 étant respectivement les indices des milieux de propagation du rayon S2M et du rayon S1M,
Ici, on a N1 égale N2 égale 1. Donc ça se simplifie, ils n'interviennent pas. Alors si on avait été dans un milieu qui n'était pas l'air, mais avec un indice de propagation N, à ce moment-là, l'expression de la différence de marge que l'on aurait trouvée, ça aurait été N multiplié par XB sur D, puisqu'on aurait eu notre expression précédente qui aurait été donc affublée du coefficient N ici. Et par factorisation, on aurait retrouvé la même chose. Ça, c'est le premier thème. Et à ce moment-là, ici, finalement, dans notre cours, on pourrait dire que le delta calculé, si n vaut l'indice du vide, eh bien, à ce moment-là, on a ici ce qu'on appelle la différence de marge dans le vide, qui est égale à xb sur d. Voilà, petite parenthèse par rapport à ces notations de cours, pour bien comprendre l'origine des notations et des indices. Alors, attention, l'indice optique, n, indice de réfraction, c'est un indice qui a été introduit dans le cours de seconde et qui convient de se rappeler. Donc ça, c'était une petite remarque. Voilà, donc il faut absolument être capable de faire ce calcul de différence de marge. Et puis après, eh bien, on va coupler ça aux critères d'interférence constructive et destructive ou destructive pour pouvoir calculer l'interfrange du système. L'interfrange qui est en fait la différence entre deux interférences constructives ou destructives consécutives. Alors, comment peut-on établir si les interférences, par exemple, sont constructives entre deux ondes monochromatiques issues de deux sources, donc ici S1 et S2. Pourquoi elles vont interférer et pourquoi elles vont interférer à des lieux de façon différente, à des lieux différents? Eh bien en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le phénomène physique, en fin de compte, si on reporte ici la distance, l'arc de cercle qui est là, on va avoir ici notre différence de marge précédemment calculée, c'est-à-dire la différence de trajet que doit faire l'onde S2 pour arriver à l'endroit où va arriver S1. À ce moment-là, comme les ondes sont progressives et périodiques, donc elles progressent différemment, ici à la même vitesse, hein, on est dans l'air, donc les deux ondes vont progresser à la même vitesse, et elles vont venir se superposer au point M, avec la particularité d'avoir une superposition avec des ondes qui ont même célérité, donc, et même fréquence, donc même longueur d'onde. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle du coup une figure d'interférence. Et l'objectif, c'est de savoir comment les ondes vont interférer en X. C'est pas de savoir si elles interfèrent, mais comment elles interfèrent. Et du coup, comment elles interfèrent de deux façons constructives, c'est-à-dire que là, on va avoir une addition des deux signaux pleinement, c'est-à-dire qu'on va avoir le double de signal en M, ou bien de façon destructive, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec un décalage tel que en M, eh bien, il n'y aura pas de signal qui va arriver. Donc là, il va falloir traiter de cette superposition. Alors pour ça, il va falloir exprimer S1 de t et S2 de t, puisque là, on est dans une dimension temporelle, il y a un déplacement avec de la vitesse, et on a un décalage temporel des sources qui, au départ, sont en phase, c'est-à-dire que le démarrage, tout le monde démarre en même temps, avec la même intensité, et ça se propage. Exprimons S1 de t et puis S2 de t, avec notamment une même amplitude. Donc S1 de t, ce sera cosinus de pi t sur grand t. On a une production simultanée, donc A égale à cosinus de pi t sur t, moins le décalage induit par la différence de marche. Et donc ça va introduire la notion vue en première de retard de pi t fois tau. Alors ici, tau est le retard de l'onde. Tau est le retard de l'onde en m. Et donc l'expression S1 de t et S2 de t, c'est bien l'expression des signaux perçus au point M
par des signaux perçus au point M provenant des sources S1 et S2. Et tout ça à l'instant T. Pour que les interférences soient constructives. Si les interférences sont constructives, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, les deux ondes doivent arriver en phase. C'est-à-dire que les arguments ici doivent être identiques. Les arguments, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans la fonction cosinus. Ces deux valeurs doivent être identiques. Alors, pour être identiques, ça paraît un petit peu compliqué, puisque ici, on a une quantité de pi t qui doit être égale à elle-même, 2 pi t fois t, moins 2 pi t fois tau. Oui, mais ces fonctions, ce ne sont pas n'importe quelles fonctions, ce sont des fonctions périodiques. Et donc, elles sont définies périodiquement, et donc on peut rajouter ici un coefficient de kpi. Donc ça, c'est les propriétés mathématiques sur les fonctions sinusoïdales, cosinus et sinus, qui nous disent qu'elles sont périodiques à 2 pi près. C'est-à-dire quand on fait un tour, on retombe sur le même cosinus. Donc ça, c'est les apports de la trigonométrie. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement de mathématiques, c'est compliqué, mais c'est une propriété à connaître, c'est-à-dire que les fonctions cosinus sont définies à une valeur de k pi près, et k appartient à l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire grand Z. Hop. C'est les entiers naturels positifs ou négatifs. Alors ensuite, on traite le calcul de façon analogue pour extraire la condition sur le retard qui va faire que c'est constructif. Donc il vient que ici ces deux termes se simplifient, soit 0 égale à moins 2 pi t tau plus 2 k pi. Et du coup, eh bien, on obtient 2 pi t sur tau est égal à 2 k pi. Et à ce moment-là, eh bien, on va obtenir que tau doit être égal à 2 k t. Pardon, pas 2, puisque les deux se simplifient. 2 se simplifie, pi se simplifie. Alors maintenant, amenons un peu de sens physique. Alors, t, c'est la période du signal. Et tau, c'est le retard du signal, le retard de S2 à S1. Et ce retard, eh bien, on peut l'exprimer à l'aide de la célérité et de la différence de marche, c'est-à-dire de la distance parcourue par notre onde. Alors ici, on est dans l'air, donc la célérité, est c, donc je reprends. Ici, on a simplifié l'écriture et on a établi que tau est égal à k fois t, k étant un entier. Et puis, tau, c'est aussi le temps mis par l'onde pour parcourir la fameuse distance qui induit un retard, d'où le nom de retard à cette quantité tau, qui est une quantité temporelle. Et ce retard, c'est calculé avec la différence de marche divisée par la célérité. Alors, d'où provient cette formule? Eh bien, c'est la formule de la vitesse moyenne, la vitesse de propagation étant constante. On a donc c fois le temps, ici le retard, est égal à la distance parcourue, c'est-à-dire notre différence de marche. Voilà, donc ça c'est l'origine de cette égalité ici. Et puis, eh bien, on va induire de la même façon la relation entre la longueur d'onde de l'onde qui se propage et puis la célérité. Donc on a, d'après la propagation sur les ondes, issu du programme de première, on a lambda qui est égal à ct. Et du coup, eh bien, il vient, en combinant ces deux expressions, t égale à lambda sur c, eh bien, il vient que la différence de marche delta est égale à k fois lambda
Et ça, c'est le critère d'interférence constructive. Alors les points clés de ce raisonnement, c'est donc d'exprimer ici les deux signaux en introduisant un terme de retard dans l'un des deux. Et puis ensuite, deuxième point clé, savoir que les fonctions cosinus sont 2 pi périodiques, k étant un entier. À ce moment-là, on le rajoute, et puis on y va. Alors il pourrait, si malencontreusement vous le rajouteriez du mauvais côté, vous auriez un signe moins qui apparaît, mais comme k c'est un entier qui est naturel, positif ou négatif, finalement, ça n'aurait pas d'importance sur votre résultat. La formule serait différente, il y aura un signe moins, mais c'est pas très très grave mathématiquement en tout cas. Et puis physiquement non plus, puisque k étant un antinaturel, eh ben, on retiendrait que les cas qui permettraient d'avoir ici l'égalité entre les deux. Bien, donc une fois qu'on a fait ça, on pourrait se dire, oui, mais si c'était destructif, est-ce que ça changerait quelque chose? Alors oui, je vais l'indiquer ici. Si on avait des quantités qui étaient en interférence destructrice, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on modifierait la relation entre sinus et cosinus de la façon suivante. Pour que les deux soient en opposition de phase, il faudrait rajouter ici le terme pi. À ce moment-là, on serait destructive, pardon. Là, on aurait des interférences destructives, c'est-à-dire qu'il faudrait que les deux soient opposés dans le cercle trigonométrique, et du coup, on aurait rajouté un terme plus pi, ce qui nous rajouterait un terme plus pi ici, ce qui nous rajouterait ici un terme plus 1 là. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait ici plus 1, donc pi se simplifierait, puisqu'on pourrait le factoriser, ce qui nous induirait un, et là, pour le coup, on aurait un 1,5 qui arriverait, puisque on diviserait par 2. Ce qui rajouterait un 1,5 ici, un 1,5 là. Donc bon, je ne vais pas le noter, mais voilà ce qu'on aurait. Alors des fois on trouve 2k plus 1 sur 2, ce qui est rigoureusement la même chose, ou bien on trouve la grandeur suivante, delta égale à k plus 1,5 lambda. Alors le 1,5, on pourrait se dire, oui mais ça veut dire quoi? Eh bien il faut penser que finalement, rajouter pi, c'est faire un demi-tour sur notre cercle trigonométrique, donc on rajoute 1,5 ici sur notre k qui traduit l'ajout d'un tour à chaque fois, mais on va venir rajouter un petit demi-tour complémentaire. Voilà, donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va dire que la différence de marche dans le cas des trous de Young, et puis le critère d'interférence constructive va nous permettre de dire, voilà, paf, qu'est-ce qui se passe et quelle est l'interfrange que l'on va obtenir. Alors, si on doit calculer l'interfrange dans le cas des trous de Young, en fait, ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a établi la relation entre x et puis la différence de marche, et on a établi un critère d'interférence constructive. Donc je rappelle ces deux critères qu'on a établis précédemment. Et puis comment on fait pour s'en servir pour pouvoir établir l'interfrange? Alors déjà, c'est quoi l'interfrange? Alors l'interfrange, eh bien, c'est la différence entre deux maximum ou minimum consécutifs de la figure d'interférence. Bon, dit comme ça, c'est pas très parlant. Alors regardons plutôt une figure d'interférence. Alors imaginons qu'on ait pris une photo de notre écran, alors agrandi, et bien ici on aurait donc notre figure d'interférence prise en photo. Alors, au centre on aurait la frange la plus brillante ou la plus sombre. Donc ici, allez, hop, je vais prendre celle-ci, voilà, qui paraît être la frange centrale, très brillante. Et puis après, on a un certain nombre de zones d'éclairement et de zones sombres. Alors l'interfrange ici, c'est quoi? Ça va être l'intervalle entre deux zones, soit brillantes, comme ici. Donc ça, on va trouver que ça va être l'interfrange. Mais aussi, l'interfrange, on la retrouve ici. En fait, c'est deux maximums consécutifs, donc deux zones de construction ou de destruction consécutives.
et c'est l'écart apparaissant sur l'écran. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va calculer cet écart, c'est-à-dire qu'en fait il faut calculer deux positions du point M pour lesquelles une position correspond à un maximum et la position suivante correspond à un deuxième maximum. Ou bien une position minimum, c'est-à-dire une interférence destructive, et une position suivante minimum. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la quantité K, elle a varié de plus 1. Donc l'interfrange I, eh bien en fin de compte, c'est xk plus 1 moins xk. Et xk plus 1 moins xk, c'est quoi? Eh bien ça va être k plus 1 fois lambda fois d sur b moins k fois lambda d sur b. En effet, ici x c'est égal à delta fois d sur b. Donc car x c'est égal à delta fois d sur b. Et delta c'est égal à k lambda. Donc finalement ici c'est un delta qui dépend de k, donc c'est le delta k, et donc ça nous donne un xk. Puis après on remplace. Et à ce moment-là, eh bien, on développe les calculs pour extraire ici, on voit k plus 1 moins k, puisqu'on a ici deux facteurs communs, ça nous donne lambda d sur b. Pareil, on va faire une petite remarque. Ces développements, c'est parce qu'on a l'indice ici qui est l'indice de l'air qui vaut 1. Donc si on avait un indice quelconque, donc on retrouverait l'expression lambda d sur b corrigé de n égale à l'interfrange. Donc ça c'est un point de cours qu'on peut retrouver ici. Je fais une petite remarque. Si n est différent de 1, eh bien on retrouverait le résultat de cours attendu. Et à partir de là, eh bien on peut calculer l'interfrange avec l'expression donc I égale à lambda d sur b. Et voilà. Bien. Donc ça achève ce petit point. Alors je sais que c'est un peu long. J'ai pris le soin de bien détailler les arguments qui permettent de faire la conduite du calcul. Évidemment, on peut aller plus vite. Par contre, on ne peut pas se satisfaire de quelques approximations dans le développement. Alors reprenons-les. Pour le calcul de la différence de marche, donc là, il faut vraiment partir du chemin optique. Donc ça, c'est un critère important. Donc hop, ça, il faut vraiment l'identifier. Et puis après, penser identité remarquable. Alors je mets au pluriel. Pourquoi les identités remarquables? Puisqu'il y en a ici. Ça c'est les identités remarquables, on en a là, là. Et donc après, il faut pouvoir les développer. Est-ce qu'on peut vraiment se passer des développements numériques? Je pense pas. Pourquoi? Parce que vous voyez que tous les développements se ressemblent et il faut éviter les erreurs d'étourderie, notamment au niveau des signes. Donc vraiment bien conduire ces calculs. Donc ça c'est le point de départ, c'est l'hypothèse. Et l'hypothèse elle est appuyée par le fait que cette expression ici est donnée dans le texte. Ensuite, donc on a une première étape. Première étape c'est celle-ci, c'est-à-dire que on a dans cette expression deux phases de calcul. Première phase de calcul, donc ça va être le calcul A. Et puis deuxième phase de calcul, le calcul B de l'expression ici. Donc dans cette première partie, on traite ce terme. Dans cette deuxième, on traite ce terme. Et celui-ci vient du calcul préliminaire de départ. Et donc, il ne faut vraiment pas s'en affranchir. Attention, ici, dans la partie B,
Les hypothèses qui sont applicables, ce sont ces deux hypothèses-là, qu'il ne faut pas appliquer dans la partie A, parce que sinon on se retrouve avec un petit problème numérique, on trouve que tout est nul. Pourquoi? Parce que ce sont des approximations qui doivent être justifiées. La justification est due aux données numériques. On a 1 million de fois moins de contribution du terme B par rapport au terme D dans les calculs. Et puis après, on se fait sa petite conclusion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les parties essentielles pour aboutir au résultat demandé ici. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, on avait donc les histoires d'interférences constructives. Alors pour les interférences constructives, ou les interférences destructives d'ailleurs, le critère important, c'est d'avoir cette notion de retard. Souvent, ces deux expressions peuvent être fournies dans les énoncés. Donc ça, c'est à connaître. C'est toujours mieux de connaître les points de départ. Comme ça, quand on les retrouve dans l'énoncé de sujet, on l'identifie tout de suite et puis ça donne vraiment une piste d'accroche. Et puis, ça vous conforte mentalement aussi. Parce que quand vous reconnaissez les hypothèses de départ, vous savez exactement ce que vous allez faire, il n'y a pas de doute. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctions qui sont 2π périodiques. 2π périodiques. Donc on rajoute plus 2kπ. C'est ça le terme 2π périodique, c'est ça. Et puis constructive et destructive, attention, destructive, on décale d'un demi-tour. Donc c'est 2π périodique, et si c'est destructif, on décale de plus π, parce qu'on va décaler d'un demi-tour. Donc là on rajoute des tours, et on peut en rajouter 10 000 des tours, et là on rajoute qu'un seul demi-tour. Et après, il faut conduire le calcul qui s'appuie sur un point de première ici, première là, et première ici. Donc ici, faire attention, première, spécialité, hop, attention à ces points-là. Et enfin, l'interfrange. Donc l'interfrange qui, elle, va reprendre quoi? Eh bien, l'interfrange, en fait, il faut faire gaffe parce que on calcule 2x de la situation précédente, 2 positions du point M, dans un critère particulier, xk plus 1 et xk. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir réaliser. Enfin, troisième petite partie, eh bien, ça va être de, par exemple, dire quoi? Ça va être de déterminer une interfrange avec une figure. Donc, par exemple, ici, voilà, on a une interfrange à calculer avec cette figure. On vous donne une échelle. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Ici, on attend deux choses. On a une échelle de 10 cm qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le facteur d'échelle. Et puis après, on a les interfranges. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va en prendre le plus possible sur cette figure. On va en prendre un grand nombre. Pourquoi en prendre un grand nombre? Eh bien, tout simplement pour minimiser les erreurs de lecture sur les centimètres. Donc là, vous en comptez un certain nombre. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Et puis la dernière, ici, on ne sait pas où est l'autre interfrange, c'est dur de trouver le milieu. Donc là, j'en ai une qui est bien ciblée. Ici, j'en ai une qui est bien ciblée. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 interfranges. Je fais la mesure ici. Je convertis avec l'échelle. Et puis c'est parti. On fait le calcul. Alors ici, il y avait des petits calculs sur les incertitudes. Bon, moi, j'avais détaillé ça en cours. J'en ferai une correction sur les mesures et incertitudes. Voilà. Bon, j'espère que ces points de cours là clés sur les interférences sont un petit peu plus clairs. Et puis j'espère que vous pourrez reprendre vos travaux et puis corriger éventuellement ou compléter votre développement pour pas vous tromper. Ce qui est important, c'est l'intention. Donc surtout ne pas se dire que l'important c'est le résultat et d'aller vite au résultat. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, là ici, c'est de montrer toutes les étapes clés du développement proposé et
et donc d'exposer les étapes clés de votre démarche de recherche. Donc bon travail et bon bac.